Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le travail que nous avons effectué au cours des 6 derniers mois sur les récifs coralliens. Je m'appelle Kanan et voici Hugo et Alexis. Donc, nous allons commencer par expliquer en quoi les récifs coralliens sont en danger, puis nous allons continuer en étudiant la solution que nous proposons, ses avantages et ses limites. Alors j'imagine que certains d'entre vous ont déjà fait de la plongée ou du snorkeling. Ah bah alors parfait, ça veut dire que vous avez déjà vu au moins une fois dans votre vie des coraux. Très bien. Mais je ne suis pas sûr que vous sachiez réellement ce que c'est que le cycle de vie du corail. Non ? Non, on est d'accord. Alors comme on peut le voir sur cette image, le corail, en fait, il commence sa vie sous la forme d'œufs. Ensuite, ils s'implantent sur le sol marin, ils grandissent, puis se développent par le biais de la reproduction asexuée. Mais si le corail il veut se développer, il doit bénéficier d'un support adéquat, donc comme par exemple un récif corallien. Et cela est important car Les coraux sont des éléments fondateurs des écosystèmes marins. Bien qu'ils ne représentent que 0,1% de la surface des océans, soit à peine un millième, ils abritent près de 2 millions d'espèces et un quart de la masse totale de la vie marine dans les océans. Ainsi, ils aident à nourrir près de 3 millions de personnes. S'ils venaient à disparaître, les conséquences seraient dramatiques. Malheureusement, 60% de ces récifs coralliens sont menacés autour du monde. Cela est notamment dû à l'activité humaine, à la pollution et à la pêche intensive. Alors quand les coraux ils sont affectés par l'activité humaine, ils subissent un phénomène de blanchissement qui est ensuite suivi par la mort. Et ce phénomène, il est de plus en plus fréquent. Comme on peut le voir sur cette carte, qui indique par des points rouges les endroits où plus de 60% des coraux sont blancs, la situation est alarmante. Nous pouvons également voir cette image qui montre les différentes étapes du blanchissement, puis de la mort. La situation est dramatique, mais une solution existe. Les récifs artificiels. Les récifs artificiels sont des structures fabriquées par l'homme. Déposées au fond de l'eau, elles offrent une surface sur laquelle les coraux peuvent s'implanter, attirant les poissons, redynamisant la vie marine. Le plus grand d'entre eux est un porte-avions américain qui a été coulé au large du Mexique. Mais si le récif artificiel veut être efficace, il doit avoir une forme étudiée, adaptée aux contraintes marines. Afin qu'un récif artificiel soit idéal, il doit avoir une structure alvéolaire afin d'abriter toute espèce marine, une aire importante afin de simplifier l'implantation de ces récifs artificiels et des coraux qui vont y habiter, un volume faible afin de limiter le coût de production, et finalement des trous de taille variée afin que des organismes de taille variée puissent y habiter. Heureusement, il existe une classe d'objets mathématiques qui répond à ces 4 critères, les fractales. Mais dis-moi, Jamy, qu'est-ce qu'une fractale ? Eh bien c'est bien beau, les fractales. Mais est-ce que vous savez ce que c'est ? On va vous apprendre quelque chose aujourd'hui. Les fractales, c'est un objet mathématique, donc comme une courbe, une surface ou un volume, dont la structure se répète à n'importe quelle échelle. Alors pour mieux comprendre, on peut regarder cette animation qui explique la formation d'une fractale. Alors on commence avec une figure de base, puis à chaque étape supérieure, une même structure va se reproduire. Et la particularité d'une fractale, c'est qu'elle a une infinité, en théorie, de ces étapes. C'est-à-dire que si on zoome à n'importe quel endroit, à n'importe quelle échelle sur la fractale, on retrouvera toujours le même motif. Donc voici quelques exemples de fractales dans le plan, c'est-à-dire en 2 dimensions. Donc à gauche, votre gauche, vous avez le cercle d'Apollonius, qui est construit en mettant des cercles de plus en plus petits dans un grand cercle initial. Tandis qu'à droite, vous avez le tapis de Sierpinski, où des petits carrés sont introduits dans un grand carré. Dans le cadre de notre projet Matengine, il était bien plus intéressant d'étudier des fractales en 3 dimensions. En l'occurrence, à votre gauche, vous avez le dodécaèdre fractal et à votre droite, le cube de Jérusalem.
Alors bien sûr, les fractales, elles ne se limitent pas seulement au domaine des mathématiques, on peut les retrouver un peu partout autour de nous, notamment dans la finance, l'électronique, le corps humain également, comme la formation des poumons, mais aussi partout dans la nature. Mais alors, pourquoi est-ce qu'une fractale est intéressante en tant que récif artificiel? Eh bien, simplement, toutes les fractales que nous avons choisi d'étudier sont construites en retirant de la matière à chaque étape, comme par exemple ici avec le tétraèdre de Sierpinski. Ainsi, leur volume a tendance à tendre vers zéro, ce qui, d'une part, minimise les coûts de construction et, d'autre part, augmente le volume dans lequel les animaux peuvent habiter. Ensuite, les fractales ont habituellement un air qui tend vers l'infini, offrant ainsi la surface maximum pour que les coraux puissent s'implanter. Enfin, les fractales disposent souvent d'une structure alvéolaire avec des trous de taille variée, ce qui permet d'abriter tous les organismes de la chaîne alimentaire. Afin de se familiariser dans le milieu des fractales, nous avons commencé par analyser le flocon de Van Cor. Premièrement, lors de sa construction, nous partons d'un triangle et à chaque côté, nous faisons une pointe au milieu qui mesure un tiers du côté initial et ainsi de suite vers l'infini. À votre gauche, nous avons une animation qui montre sa construction. En haut à votre droite, on y retrouve la formule de l'air qui, lui, est finie et tend vers 8/5 de l'air initial, contrairement à celle du périmètre qui, lui, tend vers l'infini. Mais on a également étudié des fractales en 3 dimensions, notamment le tétraèdre de Sierpinski. Alors cette fractale, elle est construite à partir d'un tétraèdre de base, et à chaque étape supérieure, on enlève la zone centrale qui correspond à 1/2 du volume initial, laissant ainsi 4 plus petits tétraèdres ayant des côtés 2 fois plus petits que le tétraèdre initial. Alors la particularité de cette fractale, c'est que sa surface, elle est constante, comme le montre l'équation en haut. Néanmoins, le volume de cette fractale correspond à 1/2 du tétraèdre initial, comme le montre cette équation en bas. Ainsi, l'air, elle reste constante, mais le volume diminue très rapidement. Ensuite, on a étudié l'éponge de Menger. Est-ce que quelqu'un la connaît? Bravo. Eh bien, l'éponge de Menger, c'est une fractale très connue, mais qui reste très intéressante. Donc, au début, on a simplement un cube. Et ensuite, on retire les 6 sous-cubes au centre des faces et le sous-cube au centre. Ainsi, cette fractale est construite en retirant de la matière. Donc, son volume diminue à chaque étape. Si vous voulez, ça ressemble à ça. Donc, l'air de cette... On se calme. Donc, l'air de cette fractale augmente de façon exponentielle, tandis que son volume tend vers zéro. Mais comment comparer parmi des fractales aussi différentes? Pour cela, il existe un outil mathématique, la dimension fractale d'Hausdorff. Alors les dimensions que vous avez l'habitude de rencontrer, ce sont en général des nombres entiers. Mais pour les fractales, c'est différent. Ils peuvent également avoir ce que l'on appelle une dimension fractale de Hausdorff. Celle-ci est non entière et elle est supérieure à la dimension normale, c'est-à-dire celle que l'on rencontre dans la vie de tous les jours. Alors la dimension fractale, elle permet de mesurer simplement le degré d'aspérité d'une fractale. Et dans notre cas, plus la dimension fractale est élevée, plus la fractale en question est intéressante. Alors, le calcul de la dimension fractale de Hausdorff repose sur des logarithmes. Est-ce que quelqu'un sait ce qu'est un logarithme, à part les terminales? Bah bravo. Mais bon, pour ceux qui ne savent pas, ça revient simplement à résoudre pour x une équation de type y égale 10 puissance x. Donc, dans ce cas précis, le calcul de la dimension fractale, c'est un quotient de logarithme. Donc, Q correspond au facteur de réduction de la taille des fragments, tandis que P représente le nombre de nouveaux fragments créés. C'est peut-être pas très clair, donc on va prendre un exemple. Dans ce cas, là, il y a un fragment du flocon de Van Cor. Vous vous rappelez ou... D'accord, vous avez tous Alzheimer. Donc, pour le cas du flocon de Van Cor, au début, on a un trait. Puis, on a une pointe qui apparaît. Donc,
à la place d'un trait, à la place du premier trait, on a un trait avec une bosse, et donc qui est composé de 4 fragments, mais chacun de ces fragments est 3 fois plus petit que le fragment de départ. Donc, la dimension fractale de Hausdorff pour le flocon de Van Core, c'est log 4 sur log 3, soit environ 1,26. D'accord, je vous ai tous perdu. Grâce à la formule de la dimension fractale, nous avons pu calculer celle de l'éponge de Menger qui tend vers 2,7, suivie du θe de Sierpinski qui tend vers 2, et finalement celle du flocon de Van Core qui tend vers 1,2. Donc, retenez juste que plus la dimension fractale est élevée, plus cette dernière semble intéressante à étudier et à utiliser. En l'occurrence, l'éponge de Menger semble le candidat idéal pour notre projet. Mais avant de choisir la bonne fractale pour notre projet, il est important de prendre en compte d'autres facteurs, dont la résistance à l'érosion, aux actions de la vie marine et notamment aux tempêtes. Ensuite, la fractale que nous choisissons doit avoir une espérance de vie d'au moins 20 ans, car un récif corallien artificiel ne met pas moins de cette durée pour être colonisé par les coraux. Ensuite, la fractale que nous choisissons doit avoir une solidité structurelle afin de ne pas être renversé au premier choc. Ensuite, le nombre d'itérations ou le nombre d'étapes que nous appliquons à la fractale est également à prendre en compte, car un nombre trop faible réduirait l'intérêt, tandis qu'un nombre trop élevé augmenterait les difficultés de construction. Alors, un autre facteur qui est très important à prendre en compte lors de la création d'un récif artificiel, c'est bien sûr le matériau à utiliser. Alors tout d'abord, il est préférable d'utiliser des matériaux qui sont environnementalement neutres, autrement dit éco-compatibles. Plutôt à base de calcium pour pouvoir être absorbés par les coraux, pouvant être imprimables en 3 dimensions, peu onéreux et surtout résistants à la mer. Et après toutes nos recherches, on en a déduit que c'est le béton qui semble être une solution intéressante. Néanmoins, l'impression 3D du béton est peu précise et elle est encore en phase d'expérimentation. Après d'avoir pris en compte l'éponge de Menger, nous avons décidé de le modéliser graphiquement grâce au logiciel OpenSCAD. C'est un logiciel qui, grâce à un script, programme cette fractale en 3 dimensions. Donc voici à votre droite son script avec son langage exclusif de OpenSCAD. De plus, nous avons soumis l'éponge de Menger sur un autre logiciel qui simulait des tests physiques. Des tests physiques qui peuvent occurrer dans les océans, par exemple. Néanmoins, il est également important de parler des inconvénients des fractales, car même si elles recèlent beaucoup de promesses, elles ont aussi des failles importantes. Notamment, les fractales ont souvent des formes compliquées à utiliser et présentent des failles structurelles importantes. Donc ça, c'est une fractale. Quelqu'un se rappelle le nom ? Bravo. Eh ben, le tétraèdre de Sierpinski a des failles structurelles à tous les points rouges présentés ici. C'est quand même un peu dangereux. Ensuite, la création avec des matériaux réels est compliquée. Par exemple, on a imprimé en 3D une fractale. À votre avis, ça a pris combien de temps ? Ça a pris 18 heures pour ce petit truc. Donc imaginez ce que ce serait pour une fractale, pour un vrai récif artificiel qui ferait par exemple 1 mètre de haut. Alors au final, on a supposé que l'éponge de Menger était le candidat le plus intéressant. Tout d'abord car, comme on l'a dit, avec une dimension de Hausdorff élevée, son aspérité est plus importante. De plus, elle a une aire qui tend vers l'infini, qui permet aux coraux de mieux s'implanter sur les récifs artificiels. Elle a un volume qui tend vers 0, qui permet de réduire les coûts de production et une meilleure maniabilité de l'objet. Elle a une structure alvéolaire et des trous de différentes tailles pour pouvoir abriter une grande partie de la chaîne alimentaire. Et pour finir, ayant une forme de cube, l'éponge de Menger est très stable et facile à construire. Et surtout, elle a une structure mécaniquement résistante. Donc il reste tout simplement à faire des tests physiques plus élaborés, des modélisations et analyses de nouvelles fractales, ainsi que une étude plus approfondie des conditions sous-marines,
et des tests en milieu réel afin de voir si l'éponge de Menger va tenir. Et finalement, des recherches plus précises sur les méthodes innovantes de l'impression 3D. Alors pour conclure, les fractales qui sont issus du monde des mathématiques pourront offrir une solution au problème des récifs coralliens. L'éponge de Menger, qui a une surface importante et un volume très faible, qui a une structure alvéolaire et des trous de différentes tailles, pourra peut-être sauver certains des animaux les plus beaux de notre planète, les coraux et toutes les espèces qui en dépendent. Merci. Donc, nous souhaitons juste adresser nos remerciements au SUTD, le Singapore University of Technology and Design, ainsi qu'à ses chercheurs qui nous ont aidés dans nos recherches. Enfin, nous souhaitons adresser nos remerciements à Mme Kennel et M. Kasperzak qui ont animé l'activité Matangine. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? Est-ce qu'il y a des questions et est-ce que le groupe suivant peut venir se préparer? Oui. Pardon? Bah oui. Oui, la question que je voulais poser, simplement, vous avez choisi finalement l'éponge de Menger, mais avec quel ordre? L'ordre 3, 4? Parce que selon le nombre de fois qu'on va faire les trous, elle va être plus ou moins fragile. Et il y a sans doute une valeur de ce nombre d'étapes qui est optimale ou qui est la meilleure sur un plan pratique. Ça dépend de la technologie qu'on utilise. Donc le plus intéressant serait bien sûr le plus grand nombre d'itérations possible, mais un nombre d'itérations relativement faible, tel que 4 par exemple, assurait quand même un très grand intérêt pour la fractale. Et également, on doit s'adapter en fonction des... Micro, ouais. Prêtez-vous le micro. On doit également s'adapter aux différents animaux de la chaîne alimentaire. Donc on doit abriter une grande partie de ces animaux. Donc on commence par le plancton et tous les plus petits animaux. Donc on essaye de faire des trous qui puissent abriter les plus petits animaux. Donc en fonction de ça, on va choisir l'itération qu'on doit utiliser. Vous avez choisi le cube au final, mais est-ce que vous pensiez que le nombre de coins, qui est beaucoup plus supérieur aux autres fractales, va être un problème pour, par exemple, l'adaptation, parce que ça va rendre plus difficile pour les coraux à s'attacher? Qu'est-ce que vous voulez dire par le nombre de coins? Le nombre d'aspérités ou... Je peux avoir le cube derrière. Il y a beaucoup plus de coins, comme ici. Donc, est-ce que vous pensiez que ça va changer l'adaptation en fait, des coraux? Ça soit plus difficile? Premièrement, c'est pas vraiment un problème, vu que dans la nature, les coraux sont habitués aux surfaces dures, et ils vont les absorber en utilisant le béton de la fractale, si on la construisait en vrai, bien sûr. Et sinon, il n'y en a pas tellement que ça, en fait, c'est justement un point positif, vu que plus de rugosité, ça veut dire plus de coins où les poissons peuvent se cacher, etc. D'accord. Si vous voulez, vous pouvez faire passer la fractale. Quelqu'un veut la voir? Ça fait la deuxième chute du congrès, je crois. Quelqu'un veut voir la fractale ou... D'accord. Faites passer, s'il vous plaît. Au début de votre présentation, vous avez dit qu'on retrouvait les fractales dans la finance. En quoi retrouve-t-on les fractales dans la finance? Donc on utilise les fractales dans la finance afin de suivre l'évolution de la courbe et afin de minimiser les risques qu'on prend dans la finance. Concrètement, quand on suit l'évolution d'un indice boursier, par exemple, disons le CAC 40, si ça vous parle, il y a des variations très larges, mais aussi, quand on zoome, il y a des toutes petites variations, et on peut théoriquement continuer à zoomer à l'infini, il y aura des variations à toutes les échelles. Est-ce qu'il y a une dernière question? Le groupe, vous pouvez commencer peut-être à vous préparer.
Dans ce cas-là, attendez, moi j'ai une question. Comment est-ce que vous avez fait pour calculer le volume? On a procédé par échec. On a cherché en fait. Donc simplement, je ne me rappelle plus très bien. En tout cas, on a tout fait. On a commencé par chercher par nous-mêmes avant de vérifier nos résultats avec nos chercheurs et nos professeurs. Et donc, nos formules ont été vérifiées. Ok, merci. On remercie le groupe de Singapour.